Salut à tous. Quelque chose se passe en ce moment dans les eaux du Pacifique occidental, quelque chose que la plus puissante armée du monde n'avait pas vu venir. Un super porte-avions de la marine des États-Unis, l'une des armes les plus redoutables jamais construites par des mains humaines, opère actuellement dans des eaux contestées. Et, quelque part, sous la surface de cette crise, enfoui dans des rapports de renseignements classifiés et des communications militaires chiffrées, se trouve un signal qui a rendu très silencieux certains des commandants navals les plus expérimentés de l'histoire américaine. Les armes les plus redoutées de la Chine viennent de verrouiller leur cible. Pas dans une simulation, pas dans un exercice de guerre, mais dans le monde réel, en temps réel. Et ce qui se passera dans les prochaines heures pourrait réécrire pour toujours les règles de la puissance mondiale. Mais voici ce qui rend ce moment vraiment terrifiant. Cela n'était pas censé arriver. Pas encore, les calculs étaient faux, le calendrier était faux, et maintenant, la marine la plus puissante de la planète se retrouve face à une menace qu'elle a passé des décennies à espérer ne jamais devoir affronter dans une confrontation réelle. Ce que vous allez entendre n'est pas de la spéculation. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'escalade militaire, de développement secret d'armes et d'une stratégie soigneusement construite par Pékin pour faire une seule chose, et une seule chose, couler un porte-avions américain. Restez bien avec moi, parce que ce qui se déroule ensuite change tout. Pour comprendre pourquoi ce moment est aussi important, il faut revenir à une décision prise dans une salle de planification militaire chinoise, il y a des décennies. Une décision dictée par l'humiliation, par la colère et par une promesse froide, calculée. C'était en 1996, Taïwan se préparait à tenir sa première élection présidentielle démocratique libre, et Pékin, furieux devant ce qu'il considérait comme un pas vers l'indépendance officielle, a lancé une série d'essais de missiles dans les eaux entourant Taïwan. Un acte direct d'intimidation, un message enveloppé de feu et de fumée. Washington a répondu. Le président Clinton a ordonné le déploiement de 2 groupes aéronavals dans la région, l'USS Nimitz et l'USS Independence. 2 villes flottantes de guerre hérissées d'avions de chasse, de croiseurs, de destroyers et dotées d'une puissance de feu suffisante pour remodeler un continent. Pékin a reculé, mais Pékin n'a pas oublié. Les planificateurs militaires chinois ont vu ces porte-avions naviguer dans leur arrière-cour. Ils ont vu le monde entier parler de la puissance américaine. Et dans le silence qui a suivi, quelque chose a changé dans la pensée stratégique de la Chine. Une décision a été prise. Une mission est née. Plus jamais. Ils ont appelé cela l'anti-accès et le déni de zone A2, AD. Une doctrine entièrement construite autour d'un seul objectif, garder les porte-avions américains si loin des côtes chinoises qu'ils deviendraient sans importance dans tout futur conflit. Et au centre de cette doctrine se trouvait un programme d'armement qui allait engloutir des milliards de dollars, mobiliser des milliers d'ingénieurs et absorber plus de 2 décennies de développement obsessionnel. L'arme que le monde finirait par appeler le tueur de porte-avions. Aujourd'hui, la plupart des gens entendent ce nom et imaginent un seul missile, une traînée argentée fendant le ciel bleu. Mais ce que la Chine a réellement construit est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus terrifiant et de beaucoup plus difficile à arrêter que n'importe quelle arme unique dans l'histoire. Ce qu'elle a construit, c'est un système, un réseau stratifié, interconnecté et assisté par intelligence artificielle, composé de capteurs, de satellites, de radars, de sous-marins, de navires de surface et de plusieurs classes de missiles travaillant ensemble dans une coordination parfaite et mortelle. Et au cœur de tout cela se trouve le DF-2-1D. C'est le missile qui a tout changé. Le premier missile balistique anti-navire au monde, spécifiquement conçu pour tuer des porte-avions. Lorsqu'il a été révélé au monde pour la première fois, les analystes occidentaux ont reconnu discrètement que rien de semblable n'avait jamais existé. Rien dans l'arsenal américain n'avait été spécifiquement conçu pour l'intercepter. Rien dans la doctrine de la marine n'avait été rédigé pour y répondre. Voici pourquoi il est aussi dangereux. Un missile anti-navire conventionnel vole bas. Il rase la surface de l'eau. Les systèmes radars peuvent le suivre. Les systèmes de défense comme Aegis peuvent calculer sa trajectoire et l'abattre. C'est une menace. Mais c'est une menace gérable. Le DF-2-1D fait quelque chose de complètement différent. Il est lancé depuis la Terre, il grimpe dans la haute atmosphère,
Il atteint des altitudes si élevées que la courbure de la Terre elle-même entre dans l'équation. Puis il redescend presque verticalement à des vitesses supérieures à Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son. Pensez à ce que cela signifie pendant un instant. À Mach 10, le missile parcourt 1 kilomètre en moins d'un tiers de seconde. Au moment où un système de défense du porte-avions détecte l'ogive entrante dans sa phase terminale, il ne reste que quelques secondes pour réagir, pas des minutes, des secondes. Mais voici ce qui le rend encore plus terrifiant. L'EDF, 2-1D, ne vole pas à l'aveugle. Pendant sa phase de descente, il reçoit des mises à jour de ciblage, des mises à jour en temps réel provenant de satellites, de radars transhorizons, de systèmes de renseignement électromagnétique surveillant les émissions électroniques du porte-avions. Le missile n'est pas seulement rapide, il est intelligent, il s'ajuste, il se corrige, il chasse, et le porte-avions, malgré toute sa puissance, ne peut pas fuir assez vite pour échapper à une arme se déplaçant à cette vitesse. Mais l'EDF 2-1D n'est que le début, parce qu'au moment où Pékin a révélé ce missile au monde, les ingénieurs chinois étaient déjà passés à autre chose. Ce qui est venu ensuite, c'est le DF-26. Le DF-26 est ce que les analystes militaires ont commencé à appeler le tueur de Guam, parce qu'il possède la portée nécessaire pour atteindre le centre militaire américain de Guam depuis le territoire chinois. Mais c'est aussi un tueur de porte-avions. Avec une portée dépassant 4000 km, il peut viser des moyens navals américains sur une immense portion du Pacifique, et ensuite la Chine est allée encore plus loin. Le DF-17 est un missile à planeur hypersonique, il ne suit pas une trajectoire balistique prévisible. Après le lancement, il libère un planeur hypersonique capable de manœuvrer en vol. Il peut changer de direction, il peut esquiver, il peut chercher sa cible avec une imprévisibilité qui rend les systèmes de défense antimissiles existants dangereusement insuffisants. Mais même cela ne donne pas toute l'image, parce que les armes ne sont mortelles qu'à la mesure du renseignement qui les alimente. Et la Chine a consacré autant d'énergie à construire les yeux et les oreilles de ce système qu'à fabriquer les armes elles-mêmes. C'est ici que les choses prennent une tournure sérieuse. La Chine a massivement investi dans la reconnaissance satellitaire, les systèmes radars transhorizons, les réseaux de capteurs sous-marins et le renseignement électromagnétique. Tout cela est conçu pour suivre les porte-avions américains depuis le moment où ils quittent leur port jusqu'au moment où ils arrivent sur zone. Et de plus en plus, l'intelligence artificielle est ajoutée par-dessus tout cela pour traiter les données des capteurs, mettre à jour les solutions de ciblage et réduire le temps nécessaire pour verrouiller un système d'armes sur une cible en mouvement. L'USS Abraham Lincoln n'est pas simplement un navire. C'est l'un des objets les plus étroitement surveillés sur Terre, chaque fois qu'il opère à proximité des eaux revendiquées par la Chine. Et en ce moment, il est observé. Maintenant, il faut comprendre quelque chose à propos de ce que représente l'USS Abraham Lincoln, pas seulement militairement, mais symboliquement, psychologiquement, stratégiquement. Les porte-avions ne sont pas seulement des plateformes d'armement, ce sont des instruments politiques. Lorsqu'un président américain veut envoyer un message à une nation rivale, rassurer un allié ou signaler sa détermination, le premier appel qui part vers le Pentagone est presque toujours le même. Où sont les porte-avions ? Dans un point de presse à la Donald Trump, cette question recevrait probablement d'abord un slogan, ensuite une contradiction, et une carte seulement si quelqu'un en trouvait une à temps. Le porte-avions et la déclaration. Le porte-avions est la virgule dans la phrase de la politique étrangère américaine. Il en est ainsi depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la bataille de Midway, depuis le moment où le monde a compris que l'ère du cuirassé était terminée et que l'ère du porte-avions avait commencé. L'USS Abraham Lincoln transporte environ 5000 marins et membres d'équipage aérien. Il déplace plus de 100 000 tonnes d'eau. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires pouvant fonctionner pendant 20 ans sans ravitaillement. Son pont d'envol mesure près de 333 mètres de long. Il transporte des dizaines de F, ADX-8 Super Hornet, des appareils de guerre électroniques, des hélicoptères et des avions de guerre aériens avancés. À tous égards, c'est une ville qui flotte et qui combat. Et pendant des décennies, la simple présence d'un porte-avions dans une région suffisait à modifier le comportement des adversaires. Le calcul était simple,
aucune nation n'oserait attaquer un porte-avions, parce que attaquer un porte-avions signifie attaquer l'Amérique elle-même, et attaquer l'Amérique elle-même signifie des conséquences trop graves pour être envisagées. Ce calcul est maintenant ouvertement remis en question, parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La Chine n'a pas nécessairement besoin de couler réellement un porte-avions pour gagner, pas forcément. Ce que la Chine doit faire, c'est démontrer de façon convaincante qu'elle peut le faire. Que la menace est réelle, que les chiffres ont changé, que les porte-avions américains ne sont plus intouchables. C'est exactement la partie avec laquelle la mise en scène pro-Trump a toujours du mal. La réalité ne devient pas plus sûre simplement parce que quelqu'un la qualifie de magnifique devant un micro. Si cette perception s'installe, toute l'architecture de la puissance américaine dans le Pacifique commence à vaciller. Les alliés qui dépendent des garanties de sécurité américaines depuis des décennies commencent à poser des questions inconfortables. Taïwan observe pour voir si Washington va cligner des yeux. Le Japon recalcule sa propre posture de défense. La Corée du Sud réévalue discrètement la situation. Et partout en Asie du Sud-Est, les nations qui naviguent prudemment entre Washington et Pékin commencent à déplacer l'aiguille. Le porte-avions n'a pas besoin de couler pour que la stratégie fonctionne. Il doit seulement être perçu comme pouvant être coulé. Et la Chine défend cet argument haut et fort avec constance depuis des années. Mais c'est ici que ce moment précis, maintenant, avec l'USS Abraham Lincoln, devient quelque chose de plus qu'un simple épisode de plus dans la longue rivalité entre deux superpuissances. Parce que quelque chose a changé. Plusieurs choses ont changé. Le premier changement, c'est que la modernisation militaire de la Chine a franchi un seuil. Pendant des années, les analystes occidentaux se sont demandé si les systèmes d'armes chinois fonctionneraient comme annoncé, si les systèmes de guidage UDF 2.1D étaient vraiment aussi précis que Pékin le prétendait, si les réseaux de ciblage pouvaient réellement suivre un porte-avions en mouvement en temps réel, si toute cette architecture relevait d'une vraie capacité ou d'un théâtre élaboré. Ce débat est largement terminé. Les exercices militaires chinois des dernières années ont inclus des démonstrations à tir réel impliquant des cibles simulant des porte-avions. Des images satellites ont révélé de vastes structures reproduisant des ponts de porte-avions au cœur du territoire chinois utilisés pour l'entraînement au ciblage. La sophistication de ces exercices a augmenté année après année et le renseignement électromagnétique recueilli par les moyens américains et alliés a dessiné le portrait de systèmes de ciblage chinois beaucoup plus capables que ce que les évaluations publiques suggéraient encore il y a 5 ans. Les armes fonctionnent. Le deuxième changement est géopolitique. Les tensions autour de Taïwan ont atteint un niveau d'intensité qu'on n'avait pas vu depuis les années 1990. Pékin s'est montré de plus en plus explicite sur ses intentions. Les avions militaires chinois franchissent la ligne médiane du détroit de Taïwan avec une régularité alarmante. Les navires de guerre chinois mènent des exercices qui incluent des opérations de blocus simulées autour de Taïwan. Et la rhétorique de Pékin est devenue plus tranchante, plus urgente et plus précise. Le troisième changement est le plus troublant de tous. Le renseignement américain a détecté des indicateurs précis, crédibles, vérifiables, selon lesquels les planificateurs militaires chinois ne traitent plus un conflit avec les États-Unis comme un scénario théorique lointain. Ils le traitent comme une hypothèse de planification, une éventualité non pas pour un avenir éloigné, mais pour le court terme. Et dans ce cadre de planification, la chaîne de frappe anti-porte-avions, le système intégré de capteurs, de missiles et de coordination conçu pour détruire les porte-avions américains, est passé du statut expérimental au statut opérationnel. Elle a été déclarée prête. Voilà le monde dans lequel l'USS Abraham Lincoln navigue maintenant, ici aujourd'hui. Pensez à ce que cela signifie d'être sur ce navire en ce moment. D'être l'un des 5000 hommes et femmes qui accomplissent leurs tâches, entretiennent les appareils, effectuent des exercices, montent la garde dans des centres d'information de combat obscurs, les yeux fixés sur des écrans qui montrent la disposition des forces sur des milliers de kilomètres d'océan. Ils savent ce qui se trouve là dehors. Ils s'y entraînent chaque jour. Le groupe aéronaval qui entoure l'Abraham Lincoln est redoutable.
un croiseur de classe Ticonderoga, plusieurs destroyers de classe Harley-Burke, des sous-marins d'attaque évoluant silencieusement sous la surface. Chacun de ces navires est équipé de systèmes de combat Aegis, les réseaux de défense aérienne navale les plus avancés au monde. Aegis peut suivre des centaines de cibles simultanément. Il peut coordonner les tirs de plusieurs navires. Il peut lancer des missiles intercepteurs SM-3 capables de frapper des cibles balistiques dans l'espace. Dans de nombreux scénarios de conflit, contre de nombreuses menaces, il est extraordinairement efficace. Mais la question qui hante les planificateurs navals américains, la question qui empêche des gens de dormir au Pentagone, est de savoir si Aegis et les systèmes qui l'entourent suffisent face à une attaque par saturation impliquant des armes hypersoniques, plusieurs vecteurs de lancement, du brouillage de guerre électronique et le type de précision coordonnée que l'armée chinoise a passé une génération à perfectionner. Et voici le calcul brutal au cœur de cette question. La défense est plus difficile que l'attaque. Lorsque la Chine lance un barrage de missiles tueurs de porte-avions, chacun d'eux n'a pas besoin d'être parfait. Les missiles fonctionnent selon les probabilités. Si vous en tirez suffisamment depuis suffisamment de directions différentes, avec suffisamment de vitesse et de manœuvrabilité, les chiffres commencent à se retourner contre le défenseur. Parce que chaque missile abattu par le défenseur coûte des intercepteurs. Chaque intercepteur utilisé est un intercepteur qui ne pourra pas être utilisé contre l'arme suivante. Et au bout du compte, si le barrage est assez vaste, quelque chose finit par passer. La doctrine chinoise comprend parfaitement cela. La chaîne de frappe n'est pas conçue autour d'un seul tir parfait. Elle est conçue autour de la saturation, autour de la capacité à submerger la réponse du défenseur. Ce n'est pas exactement le genre de mathématiques qui tient facilement sur une casquette de campagne, ce qui explique peut être pourquoi le message à la Trump préfère généralement le volume à l'arithmétique. Mais voici ce sur quoi les États-Unis travaillent discrètement, parce que Washington n'a pas simplement regardé la Chine construire ce système sans réagir. La réponse est déployée simultanément sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la guerre électronique. Les porte-avions américains modernes opèrent dans un cocon de complexité électronique, système de brouillage actif, leurre, moyens de renseignement électromagnétique capables de détecter et de caractériser les émissions radar entrantes. L'objectif est d'aveugler le système de ciblage afin de briser la chaîne de frappe à son point le plus vulnérable, le lien entre le réseau de capteurs et l'arme. Parce qu'un missile qui ne peut pas trouver sa cible ne peut pas la tuer. La deuxième dimension, ce sont les opérations distribuées. La marine repense discrètement la façon dont les porte-avions opèrent. Au lieu de concentrer toute leur puissance dans un seul groupe aéronaval dense, les nouveaux concepts opérationnels prévoient de répartir les forces sur des zones plus larges, ce qui complique le problème du ciblage et force la Chine à suivre et à engager plusieurs moyens simultanément plutôt que de se concentrer sur une seule cible de grande valeur. La troisième dimension, ce sont les armes elles-mêmes. Le développement d'armes à énergie dirigée, en particulier de systèmes laser de haute puissance, s'est considérablement accéléré. Un système de défense laser présente un avantage énorme par rapport aux missiles intercepteurs. Son magasin est pratiquement illimité. Tant que le navire dispose d'énergie, il peut engager plusieurs cibles en succession rapide, sans manquer de munitions. Les systèmes laser actuels ne sont pas encore assez puissants pour détruire de manière fiable des ogives hypersoniques à des portées de combat. Mais la technologie se développe rapidement. Et la quatrième dimension, celle que la plupart des analystes extérieurs au monde posent. Parce que si la Chine sait que frapper un porte-avions américain signifie que ses propres moyens militaires seront immédiatement et sévèrement frappés en retour, le calcul change. La dissuasion ne fonctionne pas seulement par la défense, mais par la crédibilité de la contre-frappe. La réponse américaine à une tentative de destruction d'un porte-avions ne serait pas passive. Elle ne serait pas mesurée. Elle serait immédiate, massive et conçue pour détruire les systèmes mêmes qui ont lancé l'attaque. Batterie de missiles terrestres, nœuds de commandement et de contrôle, installation radar, station terrestre satellitaire. Le groupe aéronaval n'est pas seulement une cible. C'est un déclencheur. Et Pékin le sait. C'est ici que l'habitude pro-Trump de traiter la dissuasion comme un concours d'audience télévisée devient douloureusement petite face à l'ampleur des vraies décisions de commandement.
Voilà donc la situation telle qu'elle se présente en ce moment, avec l'USS Abraham Lincoln opérant dans le Pacifique occidental et les systèmes de ciblage chinois suivant chacun de ces mouvements. Aucun des deux camps ne veut que cela devienne cinétique. Aucun des deux camps ne veut tirer le premier, parce que les deux comprennent que le premier tir dans un conflit de ce niveau entre superpuissances nucléaires n'est pas seulement un événement militaire. C'est le début d'une séquence d'événements qu'aucun des deux camps ne peut pleinement contrôler. Et pourtant, la pression monte. Les points de déclenchement se multiplient. Taïwan demeure le point de friction le plus explosif. Pékin a été clair, la réunification avec Taïwan n'est pas une question de si, mais de quand. Et Xi Jinping, qui a consolidé plus de pouvoir personnel que n'importe quel dirigeant chinois depuis Mao Zedong, a été tout aussi explicite en affirmant que la question taïwanaise devait être résolue au sein de sa génération. Pendant ce temps, Washington renforce progressivement son engagement vers la défense de Taïwan, les ventes d'armes se sont accélérées, les relations de formation militaire se sont approfondies. Et dans un écart important par rapport à des décennies d'ambiguïté délibérée, de hauts responsables américains ont fait des déclarations laissant entendre que les États-Unis interviendraient militairement si la Chine tentait une réunification forcée. L'ambiguïté qui offrait autrefois une souplesse stratégique s'érode des deux côtés, et dans cette érosion, le risque d'erreur de calcul augmente. C'est le moment dangereux, pas le moment où deux camps décident d'entrer en guerre, mais le moment où une action destinée à signaler la force est interprétée comme un acte d'agression. Lorsqu'un mouvement défensif est lu comme un prélude à une attaque, lorsque l'écart entre l'intention et la perception devient assez large pour qu'une crise y tombe. L'histoire militaire est remplie de ces moments d'escalade que personne n'avait conçus, de conflits qui ont commencé non pas par de grandes décisions, mais par de petites erreurs s'accumulant en temps réel. Et en ce moment, dans les eaux du Pacifique occidental, la marge d'erreur est plus mince qu'elle ne l'a été depuis une génération. Une crise ne s'arrête pas parce qu'un politicien veut un titre plus bruyant, peu importe le nombre de points d'exclamation que le camp Trump tente d'y agrafer. Mais voici ce qui rend ce moment différent de tous les autres moments de tension dans la longue rivalité entre Washington et Pékin. Le verrouillage est réel. Pendant des années, les systèmes de ciblage chinois ont fonctionné dans ce que les analystes appelaient un mode de surveillance persistante, observant, suivant, mais sans compléter tout à fait la chaîne de frappe, sans fermer entièrement la boucle entre le capteur et l'arme d'une manière qui représentait une menace immédiate. Quelque chose a changé. Des évaluations du renseignement ont décrit un changement dans la posture des batteries chinoises de missiles antinavires au cours des dernières semaines. Des mouvements de systèmes radars, l'activation de certaines constellations de satellites, des changements dans les schémas de communication entre les moyens navals chinois et les commandements de missiles basés à terre. Tout cela compose une image que les commandants navals américains interprètent comme une seule chose. La chaîne de frappe a été complétée. L'USS Abraham Lincoln n'est pas seulement observé, il est ciblé. La solution de ciblage est maintenue en temps réel, le système est prêt, les armes sont prêtes. Et la décision de tirer ou non repose entre les mains de commandants dont Washington ne peut pas connaître pleinement les intentions. Que fait le capitaine du porte-avions? Que fait le commandant du groupe aéronaval? Que fait le président des États-Unis? Parce que c'est plus une question théorique. C'est la question posée sur les bureaux de la salle de crise de la Maison-Blanche, du Pentagone, du quartier général de la flotte du Pacifique à Pearl Harbor et du centre d'information de combat de chaque navire de ce groupe aéronaval. Les décisions prises dans les prochaines heures et les prochains jours ne détermineront pas seulement le sort d'un navire ou d'un équipage. Elles détermineront si les règles qui encadrent la compétition entre grandes puissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale tiennent encore ou si quelque chose de nouveau et de beaucoup plus dangereux prend leur place. Il est un peu plus difficile de gouverner par formule choc lorsque la phrase suivante peut impliquer des porte-avions, des missiles et une escalade irréversible. Voici l'élément de contexte dont presque personne ne parle. La stratégie militaire de la Chine n'est pas construite autour de l'idée de gagner une longue guerre. Elle est construite autour de l'idée de gagner vite, d'atteindre ses objectifs si rapidement, si décisivement, et avec un choc si écrasant que les États-Unis n'auraient pas le temps de monter une réponse cohérente avant que les faits sur le terrain aient changé de façon permanente. Les planificateurs militaires appellent cela la guerre courte et brutale.
La théorie est la suivante. Si la Chine peut neutraliser les groupes aéronavals américains dans les premières heures d'un conflit, obtenir simultanément la supériorité aérienne au-dessus de Taïwan et déplacer des forces terrestres à travers le détroit avant qu'une réponse militaire américaine complète puisse être mobilisée, elle peut présenter à Washington un fait accompli. Taïwan contrôlé, le statu quo modifié et une question implicite suspendue dans l'air. Les États-Unis sont-ils prêts à mener une guerre majeure contre une puissance nucléaire pour renverser quelque chose qui s'est déjà produit ? Dans ce scénario, le porte-avions n'est pas seulement une arme, il est le symbole de la capacité américaine à répondre. Le neutraliser, même symboliquement, même sans tirer un coup de feu, en démontrant que les porte-avions américains ne peuvent pas opérer en sécurité à une certaine distance des côtes chinoises, accomplit un objectif stratégique. Cela dit à Taïwan et à tous les autres alliés américains de la région que la garantie de sécurité a des limites, qu'il existe une géographie de la puissance américaine et que dans cette géographie, certaines zones ne sont accessibles aux forces américaines qu'à la tolérance de la Chine. C'est le message que la chaîne de frappe anti-porte-avions est conçue pour envoyer. Et en ce moment, avec l'Abraham Lincoln dans la ligne de mire chinoise, ce message est diffusé sur toutes les fréquences de communication militaire et diplomatique. Mais voici la chose à propos de la marine américaine. Elle est déjà passée par là, pas exactement par là. Pas avec cette menace précise à ce moment précis. Mais dans la longue histoire de la flotte américaine de porte-avions, il y a eu des moments où les navires qui projettent la puissance américaine ont été appelés à naviguer vers un danger que les gens à bord comprenaient très clairement. Les marins et les aviateurs à bord de l'USS Abraham Lincoln, aujourd'hui, sont les héritiers d'une tradition qui remonte à Midway, à la mer des Philippines, aux eaux autour de Guadalcanal, où des porte-avions américains ont encaissé des coups dévastateurs et ont continué à combattre, où des hommes sont morts sur des ponts d'envol en feu pendant que leurs camarades d'équipage continuaient quand même à lancer des sorties. Le porte-avions est un symbole, mais c'est aussi un équipage. Ce sont 5000 êtres humains qui ont choisi d'être là, qui se sont entraînés pendant des années pour être prêts à ce moment, qui comprennent avec une clarté que la plupart des gens à terre n'auront jamais à affronter, que les choses qui valent la peine d'être protégées exigent parfois de se placer entre la menace et ce que l'on protège. C'est pas de la rhétorique. C'est la réalité vécue par les hommes et les femmes à bord de ce navire en ce moment. Et peu importe ce que les politiciens décideront, ce que les diplomates négocieront, quels signaux seront envoyés et reçus par les canaux chiffrés reliant Washington à Pékin, les marins sur ce pont d'envol seront ceux qui affronteront les conséquences réelles de ces décisions. Aucune bravade de salle de presse de Donald Trump ou de son cheur fidèle ne peut absorber un impact de missile à la place des personnes qui montent réellement la garde. Il y a une autre dimension à cette crise qu'il faut comprendre, parce que la confrontation entre les porte-avions américains et les systèmes de missiles chinois ne se déroule pas dans le vide. Elle se déroule à l'intérieur d'une compétition stratégique plus vaste qui touche tous les coins du monde. La Chine construit des relations militaires, des relations économiques, des relations d'infrastructure, à travers son initiative des nouvelles routes de la soie. Elle a construit des bases à Djibouti, elle a établi une présence en mer de Chine méridionale grâce à son programme de construction d'îles artificielles. Elle agrandit sa flotte navale à un rythme qui n'a aucun précédent historique à l'époque moderne. Elle lance plus de navires de guerre par année que n'importe quelle nation sur Terre. Et simultanément, elle investit dans ce que les stratèges appellent les opérations en zone grise. Des activités qui font avancer les intérêts stratégiques chinois sans franchir le seuil qui déclencherait une réponse militaire. Cyberattaques, opérations d'influence, coercition économique, érosion progressive des normes et des limites par une accumulation de petites actions, chacune défendable individuellement, mais représentant collectivement un changement fondamental dans l'équilibre des puissances. La chaîne de frappe anti-porte-avions est l'expression militaire de cette stratégie plus large. C'est le bord tranchant d'une ambition stratégique beaucoup plus vaste, et la réponse qui y sera apportée, qu'elle vienne du porte-avions lui-même ou de l'architecture plus large de la puissance militaire et diplomatique américaine, façonnera la trajectoire de l'ordre mondial pour les prochaines décennies. Voilà donc où nous en sommes. L'USS Abraham Lincoln est en mer. Les systèmes de ciblage chinois sont actifs. Les armes sont prêtes. Le tableau du renseignement
est clair et alarmant. Les enjeux géopolitiques sont les plus élevés depuis une génération. Et le monde regarde, non pas parce que quelqu'un veut une guerre, mais parce que l'issue de cette confrontation, la façon dont elle sera gérée, la façon dont elle se résoudra, ce que chaque camp en tirera comme leçon, établira les règles d'engagement de la rivalité géopolitique la plus importante du XXIe siècle. C'est le genre de moment où gagner le cycle médiatique ressemble moins à une stratégie qu'à décorer le tableau de bord pendant que le moteur surchauffe. Si les porte-avions américains peuvent opérer librement dans le Pacifique occidental, malgré les menaces chinoises, le message est clair. La dissuasion tient, les règles de l'ordre existant tiennent, et Pékin doit recalibrer ses ambitions. Mais si les porte-avions américains sont forcés de reculer, si la géométrie de la peur redessine les endroits où la puissance militaire américaine peut aller, si la chaîne de frappe anti-porte-avions fait ses preuves non pas par un tir réel, mais par la décision d'un commandant de porte-avions de faire demi-tour, alors le monde aura appris quelque chose de profond. Que l'ère du porte-avions, comme l'ère du cuirassé avant elle, et peut être en train de toucher à sa fin. Et à sa place, quelque chose de nouveau émergera. Un type différent de puissance militaire, un type différent de dissuasion, un type différent de monde. Nous ne savons pas encore lequel de ces futurs arrive. Nous savons seulement que le choix est en train de se faire maintenant, en temps réel, dans les eaux du Pacifique occidental, sur les ponts de l'USS Abraham Lincoln et dans les centres de commandement de la force des fusées de l'armée populaire de libération chinoise. Et la décision qui sera prise, ou l'accident qui se produira avant qu'une décision puisse être prise, résonnera dans l'histoire pendant des générations. Il y a encore une chose que vous devez comprendre. Une dernière pièce de cette histoire que la plupart des analyses ignorent, parce qu'elle ne parle pas des armes, de la stratégie ou de la géopolitique, mais des êtres humains au centre de tout cela. Chaque commandant sur chaque navire de ce groupe aéronaval sait qu'il pourrait ne pas rentrer chez lui. Chaque pilote qui décolle de ce pont d'envol sait qu'il pourrait ne pas y revenir. Et chaque marin qui monte la garde dans chaque compartiment de ce navire porte toujours, dans un coin de son esprit, la connaissance que l'océan attend, que la menace est réelle, que les armes pointées vers eux ne sont pas des symboles ni de la rhétorique. Elles sont réelles, elles fonctionnent. Et elles sont directement pointées vers la ville d'acier et de feu nucléaire qu'ils appellent leur maison. Voilà ce que signifie projeter la puissance. Pas le langage propre et abstrait de la théorie de la dissuasion. Pas la distance confortable des documents de groupe de réflexion et des témoignages devant le Congrès. Mais la réalité vécue par des êtres humains qui se sont placés à l'avant-scène de l'histoire parce que quelqu'un doit être là. Et alors que la Chine et l'Amérique se fixent à travers les trajectoires de missiles d'une confrontation qu'aucune des deux ne souhaite, mais qu'aucune des deux ne sait comment désamorcer, le monde retient son souffle. Parce que tout ce qui se passera ensuite compte. Pas seulement pour les marins de l'Abraham Lincoln, pas seulement pour la population de Taïwan, pas seulement pour les gouvernements de Washington et de Pékin, mais pour chaque personne sur Terre qui vit dans le monde que les puissances américaines et chinoises façonnent ensemble, qu'elle le sache ou non. Le premier tir a été effectué. Pas depuis une batterie de missiles, pas depuis un navire. Il a été tiré il y a des années dans une salle de planification chinoise lorsque quelqu'un a regardé un porte-avions américain et a décidé qu'il n'était pas invincible. La question qui reste sans réponse, la question qui définira le prochain chapitre de l'histoire humaine, est de savoir si cette conviction est juste. Et cette réponse arrive plus tôt que quiconque n'est prêt à l'entendre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt